Anawin. Salut, je m'appelle Lotfi Hamadi, je suis né en Tunisie, j'ai grandi en France, travaillé au Canada. Je suis revenu avec la Révolution, je travaille dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie et surtout, j'ai lancé une organisation qui s'appelle Wallah Weekend. Là, c'est une question qu'on me pose souvent. À chaque fois, j'ai des réponses différentes parce que c'est un parcours de vie, une mentalité, une culture qui m'ont orienté vers ce que je fais maintenant. Le fait de naître dans une région assez délaissée de la Tunisie, de grandir dans un milieu social un peu défavorisé, m'ont un peu poussé après à l'engagement quand j'ai pu évoluer socialement, pour me dire qu'il fallait aussi permettre à d'autres d'améliorer leur vie, leur avenir. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un texte qui était assez intéressant qui disait que ce qui est bien avec la culture, c'est que quand on donne, on ne perd pas. Contrairement à l'argent, parce que si j'ai 100 dinars que je donne à quelqu'un, lui a 100 dinars, mais moi je n'ai plus 100 dinars. En revanche, quand on partage avec quelqu'un un moment de culture, de littérature et tout, lui il s'enrichit de ça et moi je ne me suis pas appauvri. Et je crois que donner, c'est ça, c'est comment finalement permettre à d'autres de bénéficier de ce qu'on a sans se déposséder. Est-ce qu'il y a un certain plaisir quand tu donnes? Non, je ne crois pas que c'est une notion de plaisir, c'est plutôt un devoir de cohérence. Je crois que quand on a des valeurs et qu'on prétend avoir des valeurs, il s'agit d'être cohérent entre la parole et l'acte. Donc je ne cherche pas à me faire plaisir en étant dans l'engagement, je cherche juste à être cohérent avec mes valeurs. Je me pose souvent la question justement, si j'avais grandi en Tunisie, est-ce que je serais le Lotfi que je suis aujourd'hui? Je ne suis pas convaincu, je crois que j'ai eu la chance justement de grandir en France. Il y avait un minimum d'égalité des chances au niveau de l'éducation. Après je suis allé au Canada, l'Amérique du Nord, il y a une vraie capacité d'accéder au métier qu'on veut, au poste qu'on veut quand on travaille, etc. Et je crois aussi que c'est ce que devrait être le Tunisien. Malheureusement, parfois les Tunisiens sont un peu trop fermés sur eux. Ils pensent que finalement le nombril du monde c'est la Tunisie, alors que non, la Tunisie c'est un petit pays dans le monde. Et si on s'ouvrait aux autres, je crois que nous pourrions vraiment acquérir une identité tunisienne. Voilà, et gérer le stress, la vérité, je cherche encore à le gérer aujourd'hui. En revanche, j'ai appris à prendre du recul sur ce que je vis et ce qu'on vit tous en me référant à l'histoire. Au moment que j'ai toujours, quand j'étais gamin, j'étais très mauvais en maths, mais en revanche, j'étais bon en histoire. Et quand on ouvre un livre d'histoire, eh bien, on découvre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'a rien d'original. Tous les pays aujourd'hui qui sont des pays démocratiques, qui sont des pays développés, sont passés par une période comme la nôtre. Donc il faut prendre un peu de recul sur finalement ce que nous vivons pour comprendre que le défi, c'est pas le quotidien, c'est vraiment le moyen et le long terme. Et ça permet vraiment de résister à l'instabilité, aux doutes et aux déceptions quotidiennes. C'est ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire de considérer que chaque personne est particulière et que chaque personne doit avoir des droits généraux. C'est-à-dire qu'il faut respecter chaque individu comme étant une personne à part entière, non pas la rentrer dans une case ou dans une communauté ou dans une religion ou dans une région. Chaque personne est particulière, mais en revanche, chaque personne particulière jouit des mêmes droits que tous. Donc c'est ça ce qui me motive et c'est ça ce qui m'importe. J'étais le plus jeune de la fratrie, donc forcément dans une culture patriarcale, je n'existais pas. Et il a fallu dès le plus jeune âge que je me batte pour m'imposer. Et je considérais que finalement la valeur n'attend pas le nombre des années parce qu'on préfère respecter des vieux qui sont incapables plutôt que des jeunes qui sont capables. Et c'est ce qui crée aussi la situation de la Tunisie aujourd'hui. Donc moi ce qui me motive c'est le respect que nous pouvons obtenir par notre travail et notre personnalité. Ah, c'est quoi l'amour? C'est une vaste question ça. Je sais. Là, tu sais, il n'y a pas longtemps, je pensais à mes chiens, parce que j'ai un chien qui est en train de vieillir et tout. Et je me disais, est-ce que finalement, ça me fait de la peine parce qu'il va partir, ou est-ce que ça me fait de la peine parce que finalement, il va laisser un vide et que c'est égoïste, etc. Parce que souvent, on dit que lorsqu'on est triste d'une perte, que ce soit la perte d'un membre de notre famille, ou même d'une copine ou d'un genre, c'est parfois, on fait un peu le deuil du vide que ça laisse, des souvenirs que malheureusement, on va oublier. Donc, je sais pas, j'ai un avis pas très clair sur l'amour. Ce que je peux dire, c'est que je crois plus dans l'empathie. Je crois qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais je crois qu'on doit toujours être empathique et être donc sensible à l'autre, même si on ne l'aime pas. Eh bien, tu sais, parfois, quand je m'exprime librement, on me dit oui, tu es une personnalité publique, tu ne devrais pas dire ça. Mais je n'ai pas demandé d'être une personnalité publique. Je n'ai pas rempli un document à l'Aqbad pour l'avoir. Je n'ai pas fait des études pour ça. Je suis une personnalité publique peut-être parce que justement, par ma liberté de parole et par mes actions, je me suis démarqué. Et parce que justement, c'est grâce à ma liberté de parole et mes actions, je ne vais pas les trahir en devenant finalement, en ayant désormais un discours qui va être politiquement correct. Donc, je m'en fiche d'être personnalité publique. Je vais être fidèle à ce que je pense, à ce que je ressens. Il y a
d'exprimer librement. Si les gens adhèrent, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, tant pis. De toute façon, je ne demande pas à des gens d'adhérer. Je veux juste, moi, continuer à m'exprimer librement. Et je crois que c'est ce qu'il faut aussi développer en Tunisie. En tout cas, en toute modestie, si je peux un peu servir d'exemple, c'est de montrer que oui, on peut, même dans un pays où on veut imposer une culture monolithique, où on veut imposer une seule religion, un seul mode de pensée, une seule philosophie, une seule idéologie. Non, au contraire, assumez vos idées, votre idéologie et assumez-vous tout simplement, quoi. C'est ça qui est jouissif, c'est d'être libre. De vie spirituelle. C'est un peu bizarre parce que j'ai parfois cette tendance à être sensible à des choses un peu irrationnelles, mais parce que je veux toujours rester rationnel, donc je les mets un peu de côté, quoi. Je crois, vraiment je crois dans une force supérieure, etc. Mais c'est quelque chose que je mets de côté, que je n'intègre pas dans mon mécanisme de pensée parce que je veux rester le plus rationnel possible, quoi. Ah oui, il y a tout un débat, la différence entre vivre et exister. Une plante vit, un animal vit. Et il y a des gens qui vivent, mais qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils subissent la vie, ils naissent, ils grandissent, ils rentrent dans le schéma sociologique qu'on a tracé, étudier, réussir ou rater ses études, se marier, faire des gamins, travailler, et jusqu'à ce que les enfants finalement aient atteint un âge, etc. et puis attendre la fin. Ça, c'est vivre. Moi, je crois qu'on doit exister. C'est-à-dire que je crois que le rôle de chaque personne est de laisser une trace, qu'elle ait contribué directement ou indirectement, de façon modeste ou de façon ambitieuse, à la condition humaine. Quelqu'un qui, dans son quartier, dans sa famille, finalement aura permis d'apporter un petit plus, pour moi, c'est quelqu'un qui a cessé de vivre et qui a commencé à exister. حبيت نعرف par rapport à toi, est-ce qu'il y a une quête commune ولا كل واحد موجود هنايا pour un but bien précis, bien spécifique? Je crois que les quêtes doivent être individuelles, mais aller vers le même objectif. Parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes valeurs, on peut ne pas avoir la même culture, on peut ne pas avoir la même vision des choses, la même méthodologie, mais il faut que nous allions tous vers le même objectif. Donc il y a des personnes, par exemple, qui vont s'intéresser au bio parce que c'est bon pour leur santé. D'autres vont s'intéresser au bio parce que c'est un business rentable. Et d'autres vont s'intéresser au bio parce qu'ils protègent l'environnement et qu'ils préservent l'avenir des enfants. Donc on peut avoir différents intérêts, mais aller vers le même objectif. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de tendre vers le même objectif, même si nous n'avons pas les mêmes intérêts. Pour moi, l'enfant, c'est déjà quelque chose qui ne se discute pas. D'un point de vue légal et même culturellement, l'enfant est irresponsable. Il est sur la responsabilité donc des adultes. Un enfant ne peut pas conduire, ne peut pas acheter une maison, ne peut pas travailler et tout. Donc on le prive d'une partie de sa liberté et en contrepartie, on doit lui garantir une protection. Garantir aux enfants des droits humains, donc le droit à la santé, à l'éducation et tout, pour moi, est quelque chose d'indiscutable. Ça, c'est déjà d'un point de vue humaniste. Et puis après, il y a une approche aussi qui est totalement rationnelle, de se dire que tant qu'on continue à ignorer l'enfant, ses droits, qu'on continue à fermer les yeux sur les différentes violences que subissent les enfants, des violences sociales, économiques, physiques, psychologiques, sexuelles et tout, nous sommes condamnés à avoir des jeunes adultes qui sont blessés, qui sont traumatisés et qui ne vont pas s'épanouir, qui ne vont pas participer au développement du pays. Donc il y a un réflexe qui est humaniste, c'est de protéger les enfants. Il y a un autre comportement qui est rationnel, c'est de se dire que nous devons accompagner les enfants dans leur développement si on veut développer le pays. Et puis après, certainement une part de personnel là-dedans. Je n'ai pas une enfance difficile parce que j'ai eu des parents qui ont tout fait pour éviter que nous, on ressente la situation sociale dans laquelle on était, mais on la vivait d'une manière ou d'une autre. Donc je l'ai vécu, quoi. Ces moments où finalement on fait vivre à un enfant une réalité qu'il ne devrait pas vivre, donc les conditions sociales, la discrimination, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Oh là là! Waouh! Ça fait tellement de temps que je regarde plus de films et tout, donc tu me poses une colle là. Voilà, tu me poses une colle, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film ou... Oh là là! Essaie de me guider là, propose-moi des choix là. Je sais pas, Superman, Batman... Ah, tu sais qui? C'est Pepe Mujica, qui est un président sud-américain. C'est pas un personnage de fiction, mais il est tellement magnifique, on croirait que c'est un personnage de fiction. C'était un opposant contre une dictature en Amérique du Sud et après des années d'emprisonnement, de torture, il a été libéré et il est devenu président. Et ce mec-là est un héros vivant parce qu'il a décidé de consacrer une partie de son salaire aux pauvres et que même quand il y a eu une catastrophe naturelle dans son pays, il a ouvert les portes du palais pour héberger les gens qui étaient à la rue. Si je pouvais être quelqu'un, ce serait lui, quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans la fiction pour trouver des héros. Dormir. Je rêve de dormir. C'est vrai?
Voilà, je dors pas, je dors pas. Je dors 4-5 heures par nuit. Taf. Depuis que je suis arrivé en Tunisie en 2011, je n'ai jamais eu un jour de repos. Même un jour. Hein. Même un jour. Donc voilà. Je rêve de dormir, tout simplement. C'est une histoire compliquée. C'est une relation toxique. C'est une relation toxique. C'est un pays qu'on aime et qu'il faut supporter tous les jours. C'est un beau pays. Comme tu peux rencontrer un soir dans un bar une belle femme et te dire waouh. Et après tu arrives à lui parler, tu dis waouh. Et après tu as le premier rendez-vous, tu dis waouh. Et après tu as la première nuit, tu dis waouh. Mais ça n'avance pas. C'est waouh, mais c'est un pas en avant, un pas en arrière et tout. Ouais, elle te caresse d'une main et elle te griffe de l'autre, quoi. C'est compliqué la Tunisie. D'ailleurs, on le voit hein, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de partir de Tunisie, où la première chose qu'ils font quand ils partent de Tunisie, ils sont à New York, ils sont à Paris, ils sont où tu veux dans le monde. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de la Tunisie. Voilà, tu vois, c'est particulier la Tunisie. Je ne sais pas si c'est un pays qu'on aime détester ou si c'est un pays qu'on déteste alors qu'on devrait l'aimer. Il y a un auteur français qui disait de la France c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et moi je dis la Tunisie est un paradis que des gens veulent transformer en enfer. Mais j'y crois, je crois toujours en la Tunisie. Je crois toujours en la Tunisie, il y a tellement de choses à faire et c'est pour ça qu'il faut investir dans l'enfance. Parce qu'on peut avoir là des gamins aujourd'hui qui ont 10 ans, mais dans 10 ans, ils seront ceux qui peuvent changer le pays. Et 10 ans dans l'histoire, c'est rien. C'est rien, c'est une minute, quoi. C'est que dalle. Ça fait 11 ans qu'on a eu la révolution. Si en 2011 on s'était concentré sur les enfants, là on aurait une génération qui serait en train de bâtir la Tunisie, non pas qui voudrait la fuir. Donc voilà. Non, je la crois, et d'ailleurs, elle est là la Tunisie, regarde. Hein? Donc elle est tatouée là. Elle est toujours là. C'est très simple. C'est que chaque Tunisien comprenne qu'il est responsable de lui-même et du pays. Qu'il arrête de toujours attendre que l'État, parce que l'État c'est pas quelque chose de magique. L'État c'est nous. C'est une structure qui est payée par nos impôts et aussi qui est peuplée d'individus. Donc l'État c'est pas la solution. Et le Tunisien doit comprendre que finalement si on veut évoluer ce pays, il faut arrêter de nous mal agir en disant oui mais tout le monde fait pareil et de se dire moi je dois faire bien pour que les autres fassent pareil. Parce que c'est ça le souci aujourd'hui qu'on a en Tunisie. C'est juste ça, c'est une révolution des consciences. On a un pays qui est encore pas très exploité, donc il y a beaucoup de choses à développer, qui a beaucoup de richesses naturelles, qui a une situation géostratégique très intéressante, qui n'a pas beaucoup de population, qui n'a pas aussi beaucoup de pauvres et tout. Donc tous les ingrédients sont là pour vraiment réussir à développer la Tunisie. Mais il faut que chaque Tunisien se dise, moi je suis responsable de moi et je suis responsable de mon pays. Donc qu'il arrête de toujours se défausser sur les autres et sur l'État. Non, justement, je crois que c'est un grand problème, c'est que je connais pas les limites, quoi. Je connais les objectifs, je connais pas les limites. Non. Je fais que ça, apprendre des leçons. Tu sais, je suis pas quelqu'un de très respectueux. Parfois, je suis un peu même trop direct avec les gens, mais parce que j'ai appris de la vie. Parce que moi, pour justement réussir un peu à m'imposer quand je vivais en France, quand je suis allé au Canada, je me suis imposé par le travail. Et donc, la leçon que j'ai apprise de la vie, c'est que ce que tu n'as pas, il faut le prendre. Et il faut tout faire pour le prendre, donc il faut travailler pour le prendre. Au travail, je dis, on n'est pas censé respecter les gens parce qu'il faut le respecter. On doit respecter les gens parce qu'ils sont respectables. Et pour être respectable, c'est pas être un vieux, c'est pas être une pseudo-élite, c'est pas être quelqu'un de riche ou de puissant ou quoi que ce soit. C'est de se comporter de telle manière que finalement, on ne puisse que vous respecter. Donc ça, c'est la principale leçon que j'ai appris de la vie. Et après, il y en a d'autres. Les leçons de la vie au niveau de l'amour, d'être un peu plus dans l'empathie, de l'amitié, d'éviter les trahisons. La vie, on a tous les jours des leçons et des déceptions, mais de toute façon, je crois qu'on est fait de telle manière que même quand parfois on tire des leçons, on est poussé à répéter des erreurs, quoi. C'est ça qui fait aussi que la vie est un peu haram. Peut-être que parce que j'ai grandi à l'étranger, que j'ai eu affaire à une autre culture, à d'autres expériences, que j'ai vécu dans des pays qui étaient passés par la révolution, la période post-révolutionnaire, la stabilité, etc. Donc, qui avaient une certaine forme de maturité. Non, les Tunisiens n'ont toujours pas compris. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue politique le démontre. Les Tunisiens sont très nostalgiques parce que c'est facile d'idéaliser le passé, même quand il a été un peu compliqué. Et parfois, je dis qu'on a affaire un peu à des orphelins de la dictature, parce que ce qui était bien avant, pour eux, c'était qu'ils n'étaient responsables de rien. Quoi qu'il
qu'il se passait, de toute façon, c'était pas de leur faute, c'était la faute de celui qui dirige. Et ça, c'est une sorte de confort. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que quand on quitte l'enfance, on a une forme de nostalgie parce qu'on regrette cette époque-là où on était responsable de rien. Il y avait aussi le regret de cette période d'insouciance. Le Tunisien veut rester insouciant et malheureusement, on ne peut pas s'offrir le luxe de rester insouciant. Donc non, je ne crois pas qu'il a encore retenu la leçon et on le voit encore aujourd'hui puisqu'il n'y a toujours pas de vraie prise de conscience. Mais ça va venir. Hein. Dans la sociologie, les changements prennent à peu près 30 ans, c'est-à-dire une génération. Donc oui, c'est dommage que le Tunisien aujourd'hui n'ait toujours pas pris conscience, mais ce n'est pas anormal, ça fait partie d'un cycle sociologique. Ça prend à peu près une génération pour vraiment voir les changements. Voilà, il y a deux choses. Parfois, je me dis, profite un peu de la vie. Parce que je sais, je fais que travailler, quoi. Et parfois, je me dis, sois encore plus exigeant avec toi. Donc, ça dépend des jours. On me demande parfois si je suis heureux. Je dis, je suis pas heureux. Mais je suis bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon équilibre. J'ai appris, finalement, à doser entre ce que je veux et ce que je peux avoir. Et je crois que c'est ça qui est important parce que parfois, on vit dans le mythe que tout le monde doit être heureux, de telle sorte que les gens courent derrière le bonheur. Et courir derrière le bonheur, ça crée de la frustration. Ça fait des gens malheureux. Comme des célibataires qui veulent absolument se mettre en couple et parce qu'ils veulent absolument se mettre en couple, finalement se mettre en couple avec n'importe qui et vivent que des histoires catastrophiques. Je crois qu'il faut apprendre juste à s'apprécier, à apprécier ce qu'on est en train de vivre et quand quelque chose d'heureux arrive, de le saisir et quand il n'arrive pas, de ne pas chercher à l'avoir. La vérité, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là, donc j'ai pas vraiment de message à me donner, sinon de continuer à chercher l'équilibre plutôt que la satisfaction. Fiero. Si je peux dire, je sais pas si je peux dire ça, mais bougez-vous le cul, quoi. Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes les premiers responsables de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Donc, il y a un philosophe, Ésope, qui disait « Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau reconnaît sa plume. » Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau reconnaît sa plume. Donc, si vous plaignez de quelque chose, voyez, vous, quelle est votre part de responsabilité là-dedans. Les poubelles dehors, vous en êtes responsable aussi, c'est pas l'État. L'insécurité, vous en êtes responsable aussi, c'est pas l'État. Les gens qui partent de Tunisie, vous en êtes responsable aussi, c'est pas que l'État. Donc, devenez responsable, tout simplement. C'est cool ?